Juliette et moi sommes heureuses de vous présenter, au nom de la rédaction Lefebvre Dalloz, ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal. Commençons par cette décision de la chambre criminelle en matière de blessures involontaires causées par les morsures d'un chien. Bonjour à tous. À l'origine de cet arrêt, des faits tristement banals. Après s'être échappés de leur enclos, 3 chiens pénètrent sur un terrain privé et attaquent une chienne. En tentant de s'interposer, sa propriétaire est mordue. Le propriétaire des chiens est condamné par la cour d'appel à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour blessure involontaire ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois par agression d'un chien. Il forme un pourvoi en cassation et contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, la cour de cassation lui donne raison. En effet, car depuis 2013, en cas d'accident de ce type, la chambre criminelle avait pris l'habitude de réprimer les simples fautes de négligence des propriétaires. Pour cela, elle jugeait qu'il existait un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. Par exemple, elle a jugé qu'en laissant sortir son chien de sa propriété sans être contrôlé ni tenu en laisse, un propriétaire avait commis une faute de négligence causant directement la morsure de la victime. Dans l'arrêt du 1er octobre, la chambre criminelle estime au contraire que le lien de causalité entre le manque de sécurisation du chenil, alors même qu'un des chiens s'était déjà échappé auparavant, et les blessures de la victime est indirect. Les juges du fond, en conséquence, auraient dû rechercher et établir la violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité, résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien. La Cour de cassation fait donc évoluer sa jurisprudence, adressant peut-être aussi un signal au législateur pour qu'il revoie le dispositif global de lutte contre les chiens dangereux, qui est assez mal conçu. Dans un nouvel arrêt du 10 décembre 2024, la Cour de cassation rend une décision sur un sujet qui génère beaucoup de contentieux, les perquisitions dans les cabinets d'avocats. Ici, un avocat a été mis en cause dans une affaire d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment aggravé. Tout d'abord, la Cour considère que seule la Chambre de l'instruction peut statuer sur la proportionnalité de la saisie de pièces de procédure faites au cabinet d'un avocat sur commission rogatoire. Le président de la Chambre de l'instruction est incompétent, car il s'agit d'étudier la validité des actes du juge d'instruction. Par ailleurs, au cours de cette perquisition, le téléphone portable de cet avocat suspecté avait été saisi. Des experts avaient ensuite fait une recherche par mots-clés dans le téléphone et ils avaient utilisé beaucoup de mots-clés, pas moins de 300, pour rechercher des éléments en relation avec les faits qui étaient objet de l'affaire sur laquelle ils enquêtaient. Selon l'avocat, cela revenait en réalité à appréhender quasiment la totalité de l'activité du cabinet. Il contestait donc la proportionnalité de cette saisie. Mais la Cour rejette l'argument. Elle juge que la saisie est régulière car elle a été effectuée de manière sélective avec le concours d'un expert. De plus, si le nombre de mots-clés était important, ils sont en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'avocat et les faits objets de la procédure. Dans une dernière affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que l'infraction de traite des êtres humains ne nécessite pas, pour être caractérisée, d'établir que l'auteur a agi en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération. La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation en utilisant certains moyens, par exemple des menaces ou l'abus d'une situation de vulnérabilité. On a en effet l'habitude d'expliquer que la traite des êtres humains nécessite la démonstration d'un acte, d'un but et d'un moyen. Dans ces moyens, il y a donc les menaces, par exemple, mais aussi, selon le texte, l'octroi d'une rémunération ou la promesse d'une rémunération. En l'espèce, le couple de prévenus exploitait une personne logée à leur domicile pour effectuer des tâches ménagères contre une très faible rémunération. Des voisins les avaient dénoncés pour des mauvais traitements et pour des conditions d'hébergement indignes. Ils ont été condamnés pour traite des êtres humains. Et ils contestaient cette décision en faisant valoir que les juges du fond n'avaient pas établi qu'ils avaient agi en échange d'une rémunération ou contre la promesse d'une rémunération. Le pourvoi s'appuyait sur la rédaction du texte qui n'est pas tout à fait claire. Il parle effectivement d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, mais sans préciser expressément si le moyen de la traite est constitué par la rémunération de la victime ou de l'auteur. C'est pourquoi la haute juridiction explique en s'appuyant sur les travaux préparatoires de l'article 225-4-1 du Code pénal que la traite des êtres humains peut être caractérisée par le fait d'exploiter une personne par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt!